Les lustres d'Ashworth Hall flamboyaient de 1000 bougies, leur lumière se reflétant sur les verres de cristal et les plats d'argent, projetant des ombres dansantes sur les murs de Damas, ornés de portraits d'ancêtres au visage sévère qui n'avaient jamais connu une telle abondance. L'air de novembre au dehors pressait froidement contre les vitres, mais à l'intérieur de la salle à manger, la chaleur et les rires se mêlaient à l'odeur du faisan rôti et du vin de Bourgogne, créant une atmosphère d'une gaieté si implacable qu'elle en paraissait presque désespérée dans son éclat. 32 invités étaient assis le long de la table en acajou qui s'étendait sur toute la longueur de la pièce, leurs voix s'élevant et s'abaissant dans une conversation maîtrisée, les bijoux des dames scintillant comme des étoiles capturées sur des robes de soie émeraude, saphir et cramoisi sombre. À l'extrémité de cette assemblée scintillante, séparée du groupe de conversation le plus proche par 3 chaises vides qui auraient tout aussi bien pu être un vaste océan, était assise Lady Beatrice Hartwell, veuve depuis 3 ans, sa période de deuil achevée depuis longtemps, mais son isolement demeurait pourtant en quelque sorte absolu. Elle portait une robe de soie gris tourterelle, une concession au demi-deuil qu'elle n'était plus tenue de respecter, mais qui lui servait d'armure contre les attentes, et ses cheveux sombres étaient coiffés simplement, sans les boucles élaborées et les ornements favorisés par les autres dames présentes. Son assiette contenait des portions qu'elle n'avait pas demandées, mais qui lui avaient néanmoins été servies, une nourriture qu'elle déplaçait avec sa fourchette dans un simulacre de repas, tandis que son regard restait fixé à mi-distance, entraîné par des années de soirées semblables à paraître agréablement occupées, tout en étant totalement seule. Elle avait appris à ne pas tenter la conversation avec ceux qui étaient assis le plus près, car ils trouvaient invariablement des raisons de se détourner, entraînés dans des discussions avec leurs voisins de l'autre côté, la laissant suspendue dans un étrange purgatoire social où elle était présente mais invisible, reconnue mais exclue. De son exil, elle observait la géographie sociale de la table avec l'œil exercé de celle qui a étudié sa propre exclusion. Notant comment certains invités se regroupaient autour de l'esprit de Lady Pemberton, comment d'autres se penchaient vers le discours politique de Lord Ashworth, comment les plus jeunes dames gloussaient derrière leurs éventails à propos d'un secret partagé. Et puis son regard le trouva, le duc de Thornfield, Lord Adrian Blackwood, assis à ce qui pouvait être considéré comme la place d'honneur près de leur hôte, et pourtant tout aussi isolé malgré la proximité pressante des admirateurs de chaque côté. Il était récemment revenu de l'étranger, elle le savait, bien que les raisons précises de son absence prolongée restent sujettes à la spéculation et à la rumeur. Ses vêtements de soirée sombre semblaient absorber la lumière des bougies plutôt que la refléter, et son expression avait une qualité de vide soigné qu'elle reconnut immédiatement, car elle portait le même masque. Tandis que les autres à table jouaient l'engagement, l'enthousiasme, le plaisir de la compagnie, le duc était assis avec l'immobilité particulière de quelqu'un qui endure plutôt qu'il ne profite, répondant lorsqu'on s'adressait directement à lui, mais n'initiant rien, ses longs doigts faisant tourner la tige de son verre de vin dans une rotation lente et absente. Leurs regards se croisèrent par-delà l'étendue d'argent et de cristal, 2 îles se reconnaissant mutuellement à travers une mer scintillante, et dans ce bref instant de connexion, Béatrice sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une reconnaissance à la fois troublante et étrangement réconfortante. Voici, pensa-t-elle, une autre âme familière de la solitude particulière des pièces bondées. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires d'où nous regardez-vous. Maintenant, commençons. Le mariage avait été arrangé lorsque Béatrice avait 19 ans, une affaire pratique négociée entre son père et le baron Hartwell, un gentilhomme de 63 ans, dont la première femme était décédée une décennie auparavant, le laissant sans enfant
et en quête d'un héritier qu'il avait peu d'espoir de produire, mais dont le domaine exigeait la respectabilité du mariage. Elle n'avait pas protesté contre l'arrangement, car elle comprenait que la fortune de son père avait décliné, et que ses propres perspectives, n'étant ni une beauté, ni particulièrement accomplies au-delà de sa lecture, se limitaient à de telles alliances pratiques. Le mariage avait été une affaire discrète, célébrée dans la chapelle du domaine de campagne du baron avec peu de témoins, et le mariage lui-même avait été heureusement bref, car la santé du baron, déjà précaire, avait complètement défailli dans les 8 mois suivant leur union. Il avait été bon avec elle, à sa manière distante, la traitant plus comme une compagne que comme une épouse, passant ses soirées dans sa bibliothèque, tandis qu'elle passait les siennes dans le salon, leur vie se déroulant en parallèle, mais se croisant rarement. Quand il mourut paisiblement dans son sommeil un matin de mars, Béatrice avait ressenti un chagrin sincère pour la perte d'un homme décent, mais elle ne pouvait prétendre au chagrin écrasant attendu d'une épouse dévouée, et ce manque devint son premier crime aux yeux de la société. Le deuxième crime fut l'héritage lui-même, car le baron l'avait laissé bien pourvu, son domaine passant à un cousin éloigné, mais une portion généreuse lui étant assurée à vie, garantissant son indépendance et son confort. Le moment, chuchotaient les salons et les parloirs des domaines voisins, était remarquablement opportun. Une jeune femme mariée à un vieil homme, veuve en moins d'1 an, financièrement à l'abri, sans le fardeau d'avoir réellement dû être une épouse pendant une longue période. Personne ne disait directement qu'elle s'était mariée pour l'argent, ou qu'elle avait peut-être hâté la disparition du baron par quelque moyen subtil, mais les insinuations flottaient dans l'air comme de la fumée, impossibles à saisir, mais impossibles à fuir. Maintenant, 3 ans plus tard, assise à un autre dîner au domaine des Wentworth, Béatrice occupait sa position familière à l'extrémité oubliée de la table, regardant la lumière des bougies jouer sur des visages animés par le vin et les commérages. Les Wentworth l'avaient invitée par obligation, car elle faisait encore techniquement partie de leur sphère sociale, et l'exclure entièrement aurait été une offense trop évidente. Mais ils l'avaient placée là où elle ne pouvait nuire à l'atmosphère de la soirée, reléguée comme un meuble dont on ne peut se résoudre à se défaire. Elle remarqua de nouveau le duc de Thornfield, assis en face et à plusieurs places de distance, son attention fixée sur son assiette plutôt que sur la discussion animée de Lady Wentworth concernant la présentation à venir de sa fille à la cour. Tandis que d'autres se penchaient dans la conversation, créant des îlots d'intimité le long de la table, le duc maintenait une distance prudente, répondant lorsqu'on s'adressait à lui avec une brièveté qui frisait la froideur, n'encourageant jamais la poursuite du discours. Béatrice observa Lady Sarah Pemberton tenter de l'engager dans une discussion sur ses voyages à l'étranger, son sourire cassant de détermination, pour ne recevoir que des réponses si minimales qu'elle ne pouvait soutenir la conversation. Lorsque le regard du duc se leva et rencontra le sien de l'autre côté de la table, il y eut ce même éclair de reconnaissance qu'elle avait ressenti à Ashworth Hall, un moment où 2 personnes habituées à simuler l'invisibilité se virent soudain avec une parfaite clarté. Ses yeux retinrent les siens pendant 3 battements de cœur avant qu'ils ne détournent tous 2 le regard, mais quelque chose avait été reconnu dans cette brève connexion, une compréhension mutuelle qu'aucun d'eux ne faisait vraiment partie du monde scintillant qui les entourait, qu'ils ne faisaient tous 2 qu'endurer jusqu'à ce que la performance attendue de la soirée puisse se conclure et qu'ils puissent se retirer une fois de plus dans leur solitude respective. 3 semaines s'écoulèrent au rythme tranquille de l'hiver à la campagne, des jours marqués par le givre sur les vitres et une obscurité précoce qui envoyait Béatrice à son coin du feu solitaire avec des livres devenus ses plus fidèles compagnons. Et c'est au cours d'une de ces expéditions pour renouveler sa lecture qu'elle rencontra le duc de Thornfield dans la bibliothèque du village, un modeste établissement logé dans l'ancien presbytère
où des grains de poussière dansaient dans la lumière oblique, et où l'odeur du papier vieilli se mêlait à la cire d'abeille et au cuir. Elle ne s'attendait à trouver personne là un jeudi après-midi, alors que la plupart de la noblesse du comté serait en visite ou se préparerait pour les obligations sociales de la soirée, et elle ne s'attendait certainement pas à tourner au coin de la section d'histoire pour découvrir Lord Adrian Blackwood debout devant les étagères, un volume ouvert à la main, si absorbé par son contenu qu'il ne remarqua pas immédiatement sa présence. Béatrice se figea, oubliant sa propre sélection de livres, partagée entre le désir de se retirer avant qu'il ne la voie et une étrange réticence à quitter cet espace tranquille où, pour une fois, elle s'était sentie à l'aise. La décision lui fut enlevée lorsqu'il leva les yeux, ses yeux sombres rencontrant les siens, avec ce même éclair de reconnaissance qu'elle avait ressenti à travers les tables de dîner. Et pendant un instant, aucun ne parla, le silence entre eux, rempli de la gêne particulière de deux personnes qui ont reconnu l'isolement de l'autre, mais n'ont pas encore déterminé ce que cette reconnaissance pourrait signifier, si tant est qu'elle signifie quelque chose. « Lady Hartwell, dit-il enfin, sa voix plus basse qu'elle ne l'avait prévu, peut-être rendue rauque par le manque d'usage dans la conversation décontractée, et il ferma le livre entre ses mains avec une précision soignée, comme si l'interruption avait rompu un sortilège qu'il était réticent à perdre. « Votre grâce, répondit-elle, exécutant une petite révérence qui semblait absurde dans cet espace intime, parmi des étagères qui ne se souciaient ni des titres ni de la position sociale, et elle vit quelque chose vaciller dans son expression, quelque chose qui aurait pu être de l'amusement ou une reconnaissance partagée du ridicule de l'adresse formelle dans une bibliothèque poussiéreuse où ils étaient les seules âmes présentes. « Je ne voulais pas déranger votre lecture, » ajouta-t-elle, se préparant déjà à se retirer, à abandonner ce sanctuaire comme elle en avait abandonné tant d'autres, mais il leva légèrement une main, un geste qui l'arrêta sans commander. « Vous n'avez rien dérangé, » dit-il, puis, après une pause qui suggérait qu'il choisissait ses mots avec un soin inhabituel, « J'avoue que je suis curieux de savoir ce qui vous attire dans la section d'histoire alors que les romans se trouvent dans la pièce voisine, car la plupart des dames de ma connaissance préfèrent les romances aux récits des civilisations anciennes. » Il n'y avait aucune moquerie dans son ton, seulement une véritable curiosité, et Béatrice sentit quelque chose d'inattendu se déployer dans sa poitrine, une petite étincelle de défi, ou peut-être simplement d'honnêteté. La plupart des gentilshommes que je connais préfèrent supposer qu'ils savent ce que les dames lisent sans prendre la peine de demander, répondit-elle, sa voix portant une pointe d'esprit qu'elle avait appris à réprimer dans les salons, mais qui semblait permise ici, dans cet espace entre les performances sociales. L'expression du duc changea, la surprise laissant place à quelque chose qui aurait pu être de l'approbation, et il inclina légèrement la tête, reconnaissant le coup. « Une juste observation, » dit-il, puis, désignant les étagères autour d'eux. « Quelle est votre préférence, alors, si ce ne sont pas les romances qu'ils attendent ?» Elle s'approcha, ses doigts caressant les dos en cuir, tandis qu'elle réfléchissait à la part de vérité à offrir à cet homme qui était encore essentiellement un étranger, malgré leur reconnaissance partagée de l'isolement. « Je préfère les histoires parce qu'elles sont honnêtes sur la nature humaine, » dit-elle enfin. « Les romans promettent des fins heureuses et des transformations de caractère qui se produisent rarement dans la vie. Mais les histoires nous montrent que les gens ont toujours été aussi compliqués, aussi imparfaits, aussi capables de noblesse que de petitesse qu'ils le sont maintenant, et il y a un réconfort à savoir que nous ne sommes pas uniques dans nos luttes. » Elle n'avait pas eu l'intention d'en révéler autant, et elle sentit la chaleur monter à ses joues, certaine de s'être montrée singulière ou trop sérieuse. Mais lorsqu'elle jeta un coup d'œil au duc,
Elle le trouva en train de la regarder avec une intensité qui n'était pas du jugement, mais plutôt une sorte d'attention avide, comme si elle lui avait offert de l'eau après une longue sécheresse. « Oui, » dit-il simplement, le seul mot portant un poids bien au-delà de sa brièveté. Et à ce moment, Béatrice comprit que lui aussi jouait un rôle depuis si longtemps que la conversation authentique était devenue une chose rare et précieuse. Et ce bref échange parmi des livres poussiéreux les avait tous deux troublés d'une manière que ni l'un ni l'autre ne savait tout à fait nommer. L'invitation à Ashworth Hall arriva un matin où le givre s'accrochait encore aux vitres, la carte familière de couleur crème portant l'écriture fluide de Lady Ashworth, et Béatrice sentit l'effroi habituel s'installer dans son estomac en lisant la date et l'heure, sachant qu'une autre soirée d'isolement l'attendait à cette grande table où elle avait pour la première fois vraiment vu le duc et compris qu'ils étaient des âmes sœurs dans leur exil. Elle s'habilla avec un soin particulier ce soir-là, choisissant une robe d'un vert émeraude profond qui avait été sa seule concession à la couleur dans une garde-robe autrement dominée par les gris et les lavandes du deuil prolongé, se disant que son choix n'avait rien à voir avec la possibilité de revoir Lord Adrian Blackwood, bien qu'elle sût que c'était un mensonge. Le trajet jusqu'à Ashworth Hall la mena à travers une campagne familière, maintenant dépouillée par l'avancée de l'hiver, les arbres réduits à des silhouettes squelettiques contre un ciel lourd de nuages qui promettait de la neige. Et quand elle arriva et fut introduite dans le salon où les invités se rassemblaient avant le dîner, elle remarqua immédiatement que le duc se tenait près des fenêtres, sa posture trahissant un désir à peine contenu de s'échapper par le verre même auquel il faisait face. Lady Ashworth voltigeait parmi ses invités avec une grâce maîtrisée, sa voix portant à travers la pièce alors qu'elle discutait des arrangements de la soirée, et Béatrice observa avec un intérêt détaché l'hôtesse consulter une petite carte portant le plan de table, son expression passant de la certitude à la confusion, alors qu'elle jetait un coup d'œil vers le duc, qui s'était détourné de la fenêtre et lui parlait à voix trop basse pour que les autres entendent. Quelle que soit la demande qu'il fit, les sourcils de Lady Ashworth se haussèrent légèrement, mais elle hocha la tête avec le genre de sourire indulgent que l'on réserve au duc dont on ne peut se permettre de remettre en question les excentricités, et elle fit plusieurs petites marques sur sa carte avant de la ranger et d'annoncer que le dîner était servi. La procession vers la salle à manger suivit l'ordre habituel de préséance, et Béatrice prit sa place attendue près du bout de la longue table en acajou, se préparant pour une soirée à feindre de l'intérêt pour la conversation que ses voisins immédiats pourraient offrir. Mais quand elle leva les yeux après avoir arrangé sa serviette, elle constata que le paysage de la table avait changé d'une manière subtile mais significative. Le duc était assis non pas à sa position habituelle près de l'hôte, mais plusieurs places plus loin, et Béatrice elle-même avait été déplacée de l'extrémité, même à une position qui, bien que toujours pas centrale, avait raccourci la distance entre eux de 3 chaises, un changement assez petit pour que la plupart des invités ne le remarquent pas comme délibéré, mais assez grand pour qu'elle ressente le changement comme une sensation physique, comme si l'air entre eux était devenu chargé d'une conscience mutuelle. Tout au long du repas, elle maintint son calme habituel, répondant à la discussion de Lord Pemberton sur ses projets de chasse avec des murmures appropriés et écoutant les plaintes de Madame Alderton sur la gouvernante de sa fille avec toutes les apparences de l'attention, mais sa véritable conscience résidait toujours dans l'espace où le duc était assis, assez proche maintenant pour qu'elle puisse observer les mouvements de ses mains alors qu'il maniait l'argenterie avec une économie précise, assez proche pour remarquer quand il attrapa la salière et la passa dans sa direction sans qu'elle l'ait demandé, le petit récipient de cristal apparaissant à côté de son assiette comme s'il avait anticipé son besoin avant même qu'elle ne l'ait reconnu elle-même. Plus tard, lorsque son verre de vin fut vide et que la conversation eut attiré l'attention des serviteurs ailleurs, elle le trouva discrètement rempli,
et en jetant un coup d'œil de côté, elle aperçut un bref instant le duc remettant la carafe à sa place, ces actions si subtiles que personne d'autre à la table ne les aurait remarquées. Mais elle savait, et il savait qu'elle savait, et dans cet échange silencieux de petite courtoisie, quelque chose fut reconnu entre eux, qui n'avait pas encore de nom, mais qui vibrait sous la surface de la soirée, comme une note trop basse pour être entendue, mais assez puissante pour être ressentie jusqu'à la moelle. La pluie commença alors que Béatrice sortait de l'église du village où elle s'était recueillie devant la plaque commémorative de son défunt mari, un devoir qu'elle accomplissait chaque mois plus par obligation que par sentiment, et en quelques instants, la douce bruine se transforma en une véritable averse qui la fit se hâter vers l'abri du portique de l'église, où elle regarda l'eau cascader des avant-toits en nappes argentées qui transformaient le cimetière en un flou de gris et de vert. Elle n'avait pas pris sa calèche, ayant choisi de marcher le mille depuis sa chaumière par ce qui avait été une matinée faussement agréable, et elle calculait si sa cape fournirait une protection suffisante pour le retour, quand le son des chevaux et des roues sur le gravier humide annonça l'arrivée d'une calèche, laquée de noir et portant un blason ducal qu'elle reconnut même à travers l'air déformé par la pluie. La porte s'ouvrit avant que le véhicule ne soit complètement arrêté, et le duc de Thornfield en sortit avec un parapluie déjà levé, ses mouvements rapides et déterminés, alors qu'il traversait la courte distance jusqu'à l'endroit où elle se tenait à l'abri sous l'arche de pierre. « Lady Hartwell, dit-il, et elle remarqua que la pluie avait déjà assombri les épaules de son manteau malgré la protection du parapluie. Vous n'avez pas l'intention de rentrer à pied par ce temps. » Ce n'était pas tout à fait une question, et Béatrice ressentit l'envie automatique de refuser, d'insister sur son indépendance, d'éviter de se placer dans une situation d'une telle intimité que le partage d'une calèche avec un gentilhomme créerait, mais quelque chose dans son expression, une sorte de certitude tranquille que son refus serait à la fois stupide et inutile, la fit hésiter, et dans ce moment d'hésitation, il étendit sa main vers elle, le parapluie s'inclinant pour mieux les abriter tous les deux, et elle se retrouva à accepter à la fois la main et l'offre tacite qu'elle représentait. L'intérieur de la calèche sentait le cuir et quelque chose de légèrement épicé, peut-être son eau de Cologne, ou simplement l'odeur qui s'attachait aux choses bien faites et conservées avec soin. Et alors qu'il s'installait sur des sièges opposés et que le véhicule commençait son doux balancement, Béatrice devint extrêmement consciente de l'étroitesse de l'espace, de la façon dont leurs genoux se touchaient presque lorsque la calèche tanguait, du son de la pluie tambourinant sur le toit, créant une intimité particulière qui faisait paraître le monde extérieur très lointain. Pendant plusieurs minutes, aucun ne parla, et Béatrice regarda l'eau ruisseler sur les vitres, déformant le paysage qui défilait en flou impressionniste de couleurs, mais alors la voix du duc, basse et réfléchie, rompit le silence. « Trouvez-vous cela épuisant ?» demanda-t-il. « Cette performance constante que nos positions exigent, la nécessité d'être toujours observé, toujours jugé, jamais simplement autorisé à exister sans commentaire. » Elle se tourna de la fenêtre pour le trouver en train de la regarder avec une intensité qui aurait dû être inconfortable, mais qui ressemblait plutôt à de la reconnaissance, comme s'il connaissait déjà sa réponse, mais avait besoin de l'entendre la prononcer à voix haute. Chaque instant, admit-elle, la vérité émergeant plus facilement dans cet espace clos par la pluie qu'elle ne l'avait jamais fait dans les salons ou à travers les tables de dîner. Je pense parfois que j'ai oublié qui je suis sous tous les rôles que je joue, la veuve éplorée, la chasseuse de fortune soupçonnée, la femme qui doit toujours prouver qu'elle mérite même la plus petite gentillesse. Il hocha lentement la tête, ses yeux ne quittant jamais son visage, et elle vit en eux le reflet de sa propre lassitude, de son propre désir d'authenticité, dans un monde qui ne récompensait que la feinte prudente.
J'ai quitté l'Angleterre il y a 5 ans, dit-il, chaque mot choisi avec un soin délibéré. Non pas parce que je désirais voir le monde ou poursuivre des aventures à l'étranger, mais parce que je ne pouvais plus supporter le poids des chuchotements qui me suivaient après des fiançailles rompues, après des accusations que je ne pouvais ni prouver fausses, ni entièrement défendre, et j'ai découvert que l'exil, bien que solitaire, était au moins honnête dans son isolement. Béatrice sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une reconnaissance qui allait plus loin que des circonstances partagées, et elle se pencha légèrement en avant, attirée par le rare cadeau de sa vulnérabilité. « Qu'est-ce qui vous a fait revenir ?» demanda-t-elle, « si l'exil offrait un isolement si honnête ?» L'ombre d'un sourire effleura ses lèvres, bien qu'il portât plus de tristesse que d'humour. « J'ai réalisé que se cacher du jugement est simplement une autre forme de performance, dit-il. Et j'ai découvert que j'étais fatigué de fuir des ombres qui me suivraient, quelle que soit la géographie. Mais le retour s'est avéré plus difficile que je ne l'avais prévu, car la société a la mémoire longue et peu de pardon. » La calèche tourna dans l'allée menant à sa chaumière, et Béatrice sentit le temps se comprimer. La conscience que ce moment d'intimité inattendue prendrait bientôt fin la rendant audacieuse d'une manière qu'elle se permettait rarement. Il chuchote que j'ai épousé un vieil homme pour son argent et que j'ai hâté sa mort par négligence ou pire, dit-elle, les mots amers sur sa langue mais nécessaires à prononcer. Et aucune quantité de bienséance ou de comportement parfait n'effacera jamais complètement ce soupçon. Et j'avoue qu'il y a des jours où je me demande pourquoi je continue d'essayer de prouver mon innocence à des gens qui ont déjà décidé de ma culpabilité. La main d'Adrian bougea comme s'il allait prendre la sienne, puis s'arrêta, la bienséance se réaffirmant même dans cet espace privé, mais ses yeux retinrent les siens avec une attention féroce. Parce que céder à leur jugement serait leur permettre de définir qui vous êtes, dit-il, et je soupçonne, Lady Hartwell, que vous êtes bien plus que ce qu'ils imaginent, bien plus complexe et courageuse que leurs petits récits ne peuvent le contenir. La calèche s'arrêta devant sa chaumière, la pluie tombant toujours régulièrement, et Béatrice savait qu'elle devrait le remercier et partir. Devrait retourner à son existence solitaire et prétendre que cette conversation avait été simplement agréable plutôt que transformatrice. Mais elle se trouva incapable de bouger, retenue par le poids de la compréhension qui était passée entre eux, la reconnaissance qu'ils avaient tous deux joué la solitude pendant si longtemps que ce bref moment de connexion authentique semblait presque douloureux dans son intensité, et quand elle descendit enfin de la calèche, aidée par sa main ferme, elle emporta avec elle la connaissance que quelque chose avait fondamentalement changé, que la distance entre l'isolement et la connexion pourrait être plus petite qu'elle ne l'avait cru, et que peut-être, juste peut-être, elle n'était pas tout à fait aussi seule qu'elle l'avait pensé. L'automne arriva avec la lente certitude du changement des saisons, les feuilles se transformant du vert à l'or et au cramoisi, l'air acquérant cette fraîcheur particulière qui parlait du temps qui passe et de l'année se tournant vers sa moitié plus sombre, et Béatrice se retrouva un matin à la fenêtre de sa chaumière, observant l'approche du facteur avec le mélange familier d'espoir et d'effroi qui accompagnait l'arrivée de la correspondance. L'enveloppe de couleur crème qu'il lui remit portait un sceau inconnu, non pas les blasons habituels des hôtesses locales, qui lui envoyaient des invitations plus par obligation que par désir, et lorsqu'elle brisa la cire et déplia le papier épais, elle se retrouva à lire des mots qui firent accélérer son cœur à un rythme à la fois palpitant et terrifiant. Le duc de Thornfield sollicitait l'honneur de sa présence à une réunion intime dans son domaine. Thornfield Manor, le samedi soir suivant, un dîner pour un nombre restreint d'invités pour marquer la saison des récoltes, et la formulation lui parut étrange dans son informalité,
dépourvu de la formalité guindée de la plupart de ses invitations, comme si l'auteur s'était efforcé de transmettre un accueil sincère plutôt qu'une simple obligation sociale. Elle lut l'invitation 3 fois, cherchant des significations cachées ou des implications qu'elle aurait pu manquer, son esprit cataloguant toutes les raisons pour lesquelles elle devrait décliner, la principale étant le souvenir de trop nombreux dîners où elle était restée isolée tandis que la conversation coulait autour d'elle comme l'eau autour d'une pierre. Mais il y avait quelque chose dans la tournure, dans la sélection minutieuse des mots, qui suggérait que cette soirée pourrait offrir quelque chose de différent, bien qu'elle ne pût nommer précisément ce que serait cette différence. Pendant 2 jours, l'invitation resta sur son bureau, sans réponse, tandis que Béatrice luttait avec des impulsions contradictoires, le désir de se protéger d'une déception supplémentaire, se heurtant à un espoir naissant que peut-être, après leur conversation dans la calèche enclose par la pluie, après les petites courtoisies à la table de Lady Ashworth, quelque chose avait changé dans le paysage de son isolement. Elle pensa aux yeux du duc lorsqu'il avait parlé d'exil et de solitude honnête, à la façon dont sa voix avait porté le poids d'une compréhension sincère plutôt qu'une simple sympathie, et elle se souvint comment, pour la première fois depuis des années, elle s'était sentie vraiment vue plutôt que simplement observée et jugée. Le 3e matin, elle se leva tôt et rédigea son acceptation avant de pouvoir reconsidérer, sa main tremblant légèrement en scellant l'enveloppe et en la donnant à sa femme de chambre pour l'envoi, et dans les jours qui suivirent, elle se retrouva à alterner entre l'anticipation et une sorte d'effroi anxieux, se demandant à quoi elle s'était engagée, si elle avait mal interprété la chaleur de l'invitation, et se retrouverait une fois de plus reléguée aux marges de la réunion de quelqu'un d'autre. La soirée arriva, fraîche et claire, le ciel s'assombrissant au crépuscule, alors que sa calèche parcourait l'allée bordée d'arbres menant à Thornfield Manor, et Béatrice pressa sa main gantée contre son estomac. Essayant de calmer le flottement nerveux qui s'y était installé, se disant que quoi qu'il l'attendît au-delà de ces portes imposantes, elle avait survécu à pire, avait enduré 3 ans de suspicion et de jugement de la société, et pourrait sûrement gérer un dîner de plus, bien que même en formant cette pensée, elle sut que cette soirée semblait différente, chargée de possibilités et de risques à parts égales, et lorsque le laquais l'aida à descendre de la calèche et qu'elle vit la lueur chaude des bougies aux fenêtres du manoir, elle prit une profonde inspiration et s'avança, choisissant l'espoir plutôt que la peur, la connexion plutôt que la sécurité de l'isolement, bien que son cœur battît contre ses côtes et que ses mains agrippassent sa réticule avec peut-être plus de force que nécessaire. Et elle franchit le seuil vers la transformation qui l'attendait avec un courage tremblant et une prière murmurée que cette fois, peut-être cette fois, elle pourrait se trouver accueillie plutôt que simplement tolérée. Le majordome conduisit Béatrice à travers des couloirs réchauffés par la lueur des bougies et l'éclat de feu soigneusement entretenu, l'intérieur du manoir se révélant moins austère qu'elle ne l'avait imaginé, possédant plutôt une sorte d'élégance discrète qui parlait de goût plutôt que d'ostentation, et lorsqu'elle entra dans le salon où les autres invités s'étaient déjà rassemblés, son œil exercé compta immédiatement le groupe et sentit son souffle se couper en réalisant que seulement 8 personnes se tenaient dispersées dans la pièce en petits groupes de conversation. Un nombre intime qui rendait impossibles les stratégies habituelles pour disparaître dans la foule, et elle était encore en train d'absorber ce fait lorsque le duc se matérialisa à ses côtés, son apparition si rapide et déterminée qu'elle comprit qu'il avait guetté son arrivée, attendant d'accomplir cette courtoisie particulière, et la chaleur de son accueil, la façon dont il prononça son nom, comme s'il portait un poids et une signification, envoya une bouffée de conscience à travers elle qu'elle espérait ne pas montrer sur son visage. Il la présenta aux autres invités avec une délibération qui semblait chorégraphiée mais sincère, sa main à son coude la guidant à travers la pièce, et elle nota avec un étonnement croissant que ce n'étaient pas les suspects habituels de leur cercle social,
pas les matrones avides de commérage ou les gentilshommes pompeux qui peuplaient la plupart des réunions, mais plutôt une sélection choisie d'individus plus réfléchis, un baronnet érudit et sa femme qui collectionnait des manuscrits rares, une comtesse veuve connue pour son mécénat artistique, un officier militaire à la retraite dont la conversation tendait vers la philosophie plutôt que la politique, et leurs conjoints ou compagnons qui la saluèrent tous avec une courtoisie sincère plutôt qu'avec la politesse cassante qui masquait habituellement le jugement. Lorsque le dîner fut annoncé et qu'ils se dirigèrent vers la salle à manger, Béatrice se prépara à l'humiliation familière d'être dirigée vers une chaise éloignée, mais au lieu de cela, elle sentit la main ferme du duc dans son dos, alors qu'il la guidait vers le siège directement à côté du sien, à la tête de la table, et le geste, si public et sans équivoque dans sa signification, envoya des ondulations visibles à travers la petite assemblée, les sourcils se haussant de manière infime, des regards s'échangeant, le message tacite, mais universellement compris, étant transmis que le duc de Thornfield avait choisi d'honorer cette invitée particulière avec un placement qui suggérait une estime confinant à la préférence. Tout au long du repas, il l'engagea dans une conversation avec une attention qui ne pouvait être confondue avec une simple politesse, lui demandant ses opinions sur des sujets allant des mérites de diverses améliorations agricoles à ses pensées sur un roman récemment publié. Et lorsqu'elle offrit ses perspectives, d'abord avec prudence puis avec une confiance croissante en réalisant qu'il voulait sincèrement les entendre, il écouta avec une attention concentrée qui lui fit sentir, pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir, que ces mots avaient une valeur au-delà de leur utilité sociale, et les autres invités, observant cette dynamique, ne purent maintenir leur distance polie, mais furent progressivement amenés à reconnaître sa présence, lui adressant des questions, l'incluant dans la conversation plus large, jusqu'à ce qu'elle se retrouve à participer au genre d'échange sincère qu'elle avait presque oublié être possible. La comtesse âgée, assise en face de Béatrice, mentionna une connaissance mutuelle. Et lorsque Béatrice répondit par une observation à la fois charitable et perspicace, les yeux de la femme plus âgée s'illuminèrent de reconnaissance et d'approbation, et Béatrice sentit quelque chose se fissurer en elle, la glace qui avait enveloppé son cœur pendant 3 ans, commençant à se briser sous la chaleur d'être vue comme autre chose qu'un objet de suspicion, et lorsque le duc remplit lui-même son verre de vin, plutôt que d'attendre le laquais, lorsqu'il rit sincèrement à quelque chose de spirituel qu'elle dit, lorsqu'il se tourna vers elle à plusieurs reprises tout au long de la soirée, comme si sa présence à ses côtés n'était pas une obligation, mais un choix. Elle sentit les murs prudents qu'elle avait construits autour d'elle commencer à s'effondrer, terrifiants et exaltants à parts égales, et au moment où le dessert arriva, elle se retrouva engagée dans une discussion animée avec la femme du baronnet sur la poésie italienne, tandis que le duc observait avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire, mais qui faisait s'accélérer son pouls. Et elle comprit avec une clarté cristalline que cette soirée, cette réunion soigneusement orchestrée, n'était pas un accident mais une intention, pas une gentillesse mais une déclaration, et que le duc venait d'annoncer à son cercle restreint de connaissances que Lady Beatrice Hartwell méritait non seulement la tolérance, mais aussi l'estime, et la question qui brûlait dans son esprit, alors que la soirée touchait à sa fin, n'était pas de savoir si la société suivrait son exemple, bien que cela importât, mais plutôt ce qu'elle ferait de ce don inattendu de reconnaissance, si elle possédait le courage de sortir de son isolement protecteur et de risquer la vulnérabilité que la connexion authentique exigerait. Dans la semaine qui suivit le dîner à Thornfield Manor, Béatrice découvrit que le paysage de son existence sociale avait changé de manière à la fois subtile et indéniable. La première preuve arriva sous la forme d'une invitation de Lady Pemberton, une hôtesse connue pour ses normes exigeantes et ses listes d'invités soigneusement sélectionnés,
qui n'avait jamais auparavant jugé Béatrice digne d'être incluse dans ses réunions plus intimes. Lorsque Béatrice déplia la carte de couleur crème et lut la demande de sa présence à une petite soirée musicale, elle ressentit un enchevêtrement complexe d'émotions qui défiait toute catégorisation simple, une part de gratification et une part de suspicion, se demandant si cette soudaine expansion des opportunités sociales représentait une acceptation sincère ou simplement un positionnement stratégique de la part d'hôtesses qui avaient noté la démonstration publique d'estime du duc et couvraient maintenant leurs paris sociaux en conséquence. Les invitations continuèrent d'arriver avec une fréquence croissante, sa correspondance matinale se transformant du mince filet auquel elle s'était habituée en un flux constant de demandes pour sa compagnie. Elle assista à ces événements avec une attention particulière aux changements, petits mais significatifs, dans la manière dont elle était reçue, notant que les hôtesses la saluaient maintenant avec une chaleur qui semblait presque sincère, que les plans de table ne la reléguaient plus aux coins oubliés de la table, mais la plaçaient parmi des invités de marque, que les conversations l'incluaient plutôt que de couler autour d'elle comme si elle était invisible. Pourtant, même en expérimentant ce changement, elle se retrouva à analyser chaque geste pour son authenticité, se demandant si les sourires étaient réels ou simplement peints sur des visages qui avaient appris à suivre l'exemple du duc. Cet examen constant l'épuisait d'une manière que l'ancien isolement n'avait pas fait, car au moins dans son état précédent, elle savait exactement où elle se tenait, elle comprenait les règles de son exclusion, alors que maintenant elle existait en territoire incertain, incapable de distinguer l'acceptation sincère de la performance. Et le fait de ne pas savoir la rongeait pendant les nuits d'insomnie où elle restait éveillée, se demandant si elle avait simplement échangé une forme de solitude pour une autre, l'isolement du rejet pour l'isolement peut-être plus douloureux d'être appréciée, non pas pour elle-même, mais pour son association avec quelqu'un que la société jugeait digne. Au dîner suivant de Lady Ashworth, Béatrice se retrouva assise au milieu de la table, avec la femme érudite du vicaire d'un côté et un baronnet en visite de l'autre, qui l'engagèrent tous deux dans une agréable conversation sur des sujets allant des récentes découvertes botaniques au mérite de diverses œuvres de charité. Elle participa avec une chaleur appropriée, tout en menant simultanément un interrogatoire interne sur leurs motifs, se demandant si ces mêmes personnes lui parleraient avec une telle considération si le duc n'avait pas d'abord montré son estime. Cette double conscience, cette expérience simultanée du moment et l'analyse de son authenticité créaient une sorte de vertige émotionnel qui la laissait désorientée et incertaine, reconnaissante de l'amélioration de sa situation, mais pleine de ressentiment face à l'implication que sa valeur ne provenait pas de qualités inhérentes qu'elle possédait, mais d'une gloire réfléchie, empruntée à l'approbation de quelqu'un d'autre. Au fur et à mesure que la soirée avançait, elle sentit la fierté se battre avec la gratitude dans sa poitrine. La partie d'elle, qui avait survécu à 3 ans de jugement de la société, voulait rejeter ces courtoisies tardives comme étant trop peu, trop tard, tandis qu'une autre partie, celle qui avait été désespérément seule pendant si longtemps, voulait simplement accepter toute connexion offerte sans trop interroger sa source. Elle quitta le dîner ce soir-là plus confuse que réconfortée, se demandant si elle avait la force de naviguer dans ce nouveau paysage social, ou si elle devait se retirer dans la sécurité familière de son isolement, ou au moins elle se savait sincère, même si la société l'avait trouvée imparfaite. La question qui la hantait, alors que sa calèche la ramenait chez elle dans l'obscurité, était de savoir si elle pourrait supporter d'être le projet de charité de quelqu'un, même si ce quelqu'un était le duc de Thornfield, même si son estime avait commencé à fissurer quelque chose dans son cœur qu'elle avait cru sceller à jamais, car accepter la gentillesse signifiait toujours accepter la vulnérabilité, et Béatrice n'était plus certaine de posséder le courage requis pour l'une ou l'autre.
La confrontation eut lieu lors de la garden party de Lady Ashworth, 3 semaines plus tard, lorsque Béatrice se retrouva à errer dans les sentiers sculptés entre les rosiers qui s'accrochaient encore à leurs dernières fleurs d'automne, cherchant une échappatoire temporaire au salon où trop de regards avaient suivi ses mouvements avec ce nouvel intérêt spéculatif qu'elle en était venue à redouter. Elle tourna au coin d'un labyrinthe de haies pour trouver le duc debout seul près d'une fontaine, sa posture suggérant qu'il avait lui aussi cherché la solitude, et lorsqu'il leva les yeux et que leurs regards se croisèrent, quelque chose dans sa poitrine finit par se briser. Toutes les questions, les doutes et les analyses minutieuses qu'elle avait menées pendant des semaines exigèrent soudain d'être libérées, et avant qu'elle ne puisse s'en empêcher, les mots jaillirent, lui demandant pourquoi il avait fait cela, pourquoi il l'avait distinguée par son estime, si elle n'était qu'un projet pour sa conscience ou peut-être un acte de rébellion contre les attentes de la société. Elle entendit le ton tranchant de sa propre voix, acéré par un mélange de colère et de peur, demandant s'il avait pitié d'elle, s'il la voyait comme une créature blessée, nécessitant d'être sauvée. Elle vit son expression passer de la surprise à quelque chose de plus complexe, quelque chose qui ressemblait à de la douleur mêlée de compréhension. Il s'avança lentement vers elle, comme s'il approchait quelque chose de fragile qui pourrait se briser au moindre mouvement brusque, et lorsqu'il parla, sa voix était calme, mais portait une intensité qui lui coupa le souffle. Il lui dit qu'il reconnaissait en elle une âme sœur, quelqu'un qui comprenait ce que signifiait porter le poids des perceptions des autres comme des pierres dans ses poches, se noyant lentement sous l'accumulation de jugements, de chuchotements et de regards de côté. Puis il commença à parler de lui-même, les mots venant plus vite, comme si un barrage s'était rompu, révélant qu'il avait fui l'Angleterre non pas pour l'aventure ou les affaires comme la société le supposait, mais parce qu'il ne pouvait plus supporter l'étouffement du scandale. Des fiançailles rompues avec la fille d'un comte, des accusations d'inconvenance qui n'avaient jamais été prouvées mais jamais oubliées, des chuchotements qui le suivaient dans les salles de bal comme des fantômes persistants jusqu'à ce qu'il choisisse l'exil plutôt que la défense sans fin de son caractère. Il était resté à l'étranger pendant 5 ans, croyant que la distance effacerait la tâche, pour découvrir à son retour que la société possédait une mémoire plus longue qu'il ne l'avait espéré, que les gens lui souriaient en face tout en se demandant derrière son dos si les accusations contenaient une part de vérité. Il voyait en Béatrice quelqu'un qui portait des fardeaux similaires, qui comprenait qu'une fois que la société décidait de vous soupçonner, le verdict devenait permanent, indépendamment des preuves ou de l'innocence. Il lui dit avec une honnêteté dévastatrice qu'il ne s'était pas approché d'elle par pitié, mais par reconnaissance, non par charité, mais dans l'espoir désespéré de trouver quelqu'un qui n'exigerait pas de lui qu'il prétende que le jugement ne blesse pas, qui comprendrait que sous son titre, sa richesse et sa position, il était simplement un homme qui était devenu indiciblement las de jouer l'acceptabilité pour des gens dont il ne valorisait plus la bonne opinion. Tandis que Béatrice écoutait cette confession, elle sentit quelque chose de fondamental changer en elle, les murs défensifs qu'elle avait construits s'effondrant alors qu'elle reconnaissait dans ces mots un écho de son propre isolement. Elle se retrouva à lui dire qu'elle avait eu peur, terrifiée en fait, que son estime se révèle conditionnelle ou temporaire, qu'elle se découvre n'être qu'une compagne commode pour tromper son ennui plutôt que quelqu'un d'apprécié pour sa véritable personnalité. Il prit alors sa main, un geste si doux et délibéré qu'elle ne se retira pas, et il dit avec une certitude tranquille qu'elle avait tout mal compris si elle croyait que son attention était autre chose qu'une appréciation sincère pour une femme dont l'intelligence et la résilience lui avaient rappelé qu'il y avait des gens dans le monde qui valaient la peine d'être connus, qui valaient la peine de risquer un jugement supplémentaire pour se tenir à leur côté. À ce moment, entourée des roses mourantes
et de la douce musique de la fontaine, Béatrice sentit le dernier de ses soupçons se dissoudre, remplacé par quelque chose de bien plus dangereux que le doute, le début de l'espoir qu'elle avait peut-être trouvé non pas un bienfaiteur, mais un égal, non pas un sauvetage, mais un partenariat, et cette reconnaissance la terrifiait et l'exaltait à parts égales. L'approfondissement de leur lien ne se produisit pas par de grands gestes ou des déclarations spectaculaires, mais par l'accumulation silencieuse de petits moments qui se construisirent les uns sur les autres comme des pierres formant une fondation. Le premier de ces moments survint un matin touché par le gel, alors que Béatrice parcourait les terres de son modeste domaine et découvrit le duc debout au bord de sa propriété, là où elle jouxtait la route publique. Lorsqu'elle s'approcha avec surprise, il expliqua un peu maladroitement qu'il avait pris l'habitude de marcher tôt, quand le monde était encore calme et qu'il trouvait les chemins près de sa maison particulièrement agréables. Bien qu'aucun des deux ne reconnût la vérité évidente que son domaine se trouvait dans la direction opposée, ils se mirent à marcher ensemble comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Leur conversation commença par des observations sur le changement de saison et la façon dont la lumière du matin transformait les paysages familiers en quelque chose d'étrange et de beau, puis s'approfondit progressivement pour aborder des discussions sur la philosophie et la littérature. Béatrice découvrit qu'Adrian possédait non seulement de l'éducation, mais une véritable curiosité intellectuelle, qu'il lisait non pas pour paraître cultivé, mais parce que les idées le fascinaient. Il trouva à son tour en elle un esprit qui remettait en question ses hypothèses et offrait des perspectives qu'il n'avait pas envisagées. Leur débat allait de l'éthique de la gestion des terres aux mérites de divers poètes, en passant par des questions sur le devoir et le désir, et le prix de la conformité aux attentes de la société. Ces promenades matinales devinrent un rituel que ni l'un ni l'autre ne nommaient, mais que tous deux attendaient, se rencontrant comme par accident à la frontière de leur propriété 3 ou 4 fois par semaine. Progressivement, Béatrice commença à croire que son intérêt était sincère, plutôt que performatif, qu'il appréciait ses pensées, plutôt que de simplement les tolérer. Elle remarqua comment il écoutait quand elle parlait, non pas avec la patience polie que les hommes emploient souvent avec les femmes, mais avec un engagement actif, parfois en désaccord avec ses conclusions, mais toujours en respectant le raisonnement qu'il y avait mené. Adrian, de son côté, se mit à espérer qu'elle commençait à le voir comme plus que son titre, que lorsqu'elle le regardait, elle ne percevait pas le duc de Thornfield avec toute sa richesse et sa position, mais simplement Adrian, un homme qui avait été seul si longtemps qu'il avait presque oublié ce que signifiait une connexion authentique. Leurs conversations s'étendirent au-delà de leur promenade matinale pour inclure des échanges de livres avec des notes écrites dans les marges, ses observations sur des passages qui l'avaient ému, et ses réponses qui révélaient le fonctionnement de son esprit remarquable. Une fois, il lui envoya un recueil de poésie avec un vers particulier marqué, des mots sur la découverte d'une grâce inattendue dans des paysages arides, et elle comprit la métaphore qu'il offrait, qu'ils avaient chacun été des paysages arides avant cette amitié improbable. Elle lui renvoya une autre collection avec son propre passage marqué sur le courage requis pour faire confiance après la trahison. Ces petits gestes d'intimité intellectuelle et émotionnelle construisirent entre eux quelque chose qui transcendait les performances sociales qu'ils étaient tous deux si las de maintenir, créant un espace où ils pouvaient exister en tant qu'eux-mêmes, plutôt qu'en tant que rôle que la société leur avait assigné. Béatrice sentit les défenses rigides qu'elle avait construites commencer à s'adoucir, non pas en s'effondrant d'un coup, mais en devenant progressivement perméables, le laissant entrer par degrés. Adrian reconnut cette confiance pour le don précieux qu'elle était et la traita avec un soin correspondant, ne la pressant jamais pour plus que ce qu'elle était prête à offrir, se contentant de laisser leur lien se développer au rythme qui lui semblait sûr.
Dans cette accumulation patiente de moments partagés, ils construisaient quelque chose que ni l'un ni l'autre n'osaient encore nommer, mais dont tous deux avaient commencé à dépendre. Un partenariat d'esprits et de cœurs qui existait en dehors du jugement de la société, un refuge qu'ils avaient créé ensemble dans les heures calmes où le monde ne regardait pas. La crise éclata lors d'une froide soirée de novembre au domaine de Lord Pemberton, où la salle à manger flamboyait de chandelles qui ne parvenaient pas à réchauffer le frisson que Béatrice sentit s'installer sur sa peau lorsqu'elle entendit la voix de Madame Georgiana Worthington percer un silence dans la conversation. Le ton de la femme portait cette douceur particulière qui précédait toujours le poison, remarquant à sa compagne, dans un volume clairement calculé, pour atteindre les oreilles de Béatrice, qu'il devait être merveilleusement pratique d'être veuve si jeune et si riche, avec toutes les libertés du mariage, mais aucun de ses fardeaux. Béatrice sentit chaque muscle de son corps se tendre, alors que la honte familière la submergeait, cet vieil instinct de se recroqueviller, d'endurer et de prétendre qu'elle n'avait pas entendu. Elle était consciente qu'Adrian se raidissait à côté d'elle, vit du coin de l'œil comment sa main se serrait sur son verre de vin jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, et elle savait qu'il se préparait à répondre, à défendre son honneur comme il l'avait fait de manière plus discrète ces dernières semaines. Mais quelque chose en elle se rebella contre le besoin d'être défendue, contre le fait de permettre à cette femme de la réduire une fois de plus à une cible sans défense. Avant qu'Adrian ne puisse parler, Béatrice se tourna avec une grâce délibérée vers Madame Worthington, sa voix sortant claire et stable, alors qu'elle observait que « pratique » était en effet un mot curieux pour décrire 3 années de deuil pour un homme qu'elle avait apprécié, malgré leur brève connaissance. 3 années à porter le poids des soupçons des autres, tout en gérant un domaine et en honorant la mémoire de son défunt mari par des œuvres de charité que peut-être Madame Worthington n'avait pas remarquées, puisqu'elle ne fournissait pas d'occasion de commérage. Elle continua avec une précision dévastatrice, notant que liberté était également une caractérisation intéressante du veuvage, car elle avait découvert que la société accordait bien plus de liberté aux femmes mariées d'une certaine flexibilité morale qu'aux veuves qui ne commettaient aucun péché, autre que de survivre à leur mari. La table entière était maintenant silencieuse, chaque invité figé dans une horreur fascinée devant cette rupture de la feinte politesse. Béatrice rencontra directement le regard de Madame Worthington en concluant que si la dame trouvait sa situation si enviable, elle devrait peut-être y réfléchir plus attentivement, car elle incluait non seulement la richesse, mais aussi l'expérience quotidienne d'être suspectée, diminuée et discutée par des gens qui ne savaient rien de son caractère ou de ses choix réels. Elle livra cette réponse avec une telle grâce contrôlée, un tel sang-froid parfait, qu'il était impossible de qualifier ses paroles d'explosion ou de perte de contrôle. Le visage de Madame Worthington était passé du pâle au rouge, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans un son, vaincue par sa propre méchanceté retournée contre elle. Dans le terrible silence qui suivit, Lord Pemberton se racla la gorge et changea de sujet avec une détermination désespérée. Béatrice reporta son attention sur son assiette avec des mains qui ne tremblaient que légèrement, son cœur battant la chamade à l'audace de ce qu'elle venait de faire. Elle sentit plus qu'elle ne vit la réaction d'Adrian à côté d'elle, la façon dont il était devenu complètement immobile. Quand elle osa enfin le regarder, elle le trouva en train de l'observer avec une expression qui lui coupa le souffle, quelque chose au-delà de l'admiration ou de l'approbation, quelque chose qui ressemblait à une révélation, comme un homme voyant clairement pour la première fois ce qui était devant lui depuis le début. Plus tard, lorsque les dames se retirèrent et qu'elle se tenait près de la fenêtre du salon, essayant de calmer son pouls rapide, il la trouva là et lui parla doucement de sa magnificence, de la façon dont il avait été prêt à la défendre, mais reconnaissait maintenant qu'elle n'avait pas besoin de sauvetage,
mais de partenariat, pas de protection, mais d'égalité. À ce moment, ses sentiments se cristallisèrent en une certitude absolue, comprenant qu'il n'avait pas seulement trouvé quelqu'un qui comprenait son isolement, mais quelqu'un dont la force égalait la sienne, dont le courage face au jugement lui rappelait à quoi ressemblait l'intégrité. Il sut avec une clarté soudaine qu'il voulait se tenir aux côtés de cette femme, non pas par sympathie ou par alliance contre des ennemis communs, mais parce qu'elle lui avait montré ce que signifiait défendre sa propre valeur sans excuse ni retraite. L'approche de l'hiver s'annonça par des branches nues se découpant sur des ciels de plomb et un givre qui argentait les pelouses chaque matin. Avec le changement de saison vint l'inévitable appel de l'obligation, car Adrian, en tant que duc de Thornfield, devait organiser le bal d'hiver qui était une tradition depuis 3 générations, un événement qui attirerait des centaines d'invités de tout le comté et au-delà. La perspective le remplissait d'une terreur particulière qui n'avait rien à voir avec la logistique d'une telle entreprise, mais tout à voir avec la femme qui était venue occuper chacune de ses pensées éveillées. Il comprenait qu'un tel événement public forcerait une sorte de déclaration, l'obligerait à naviguer dans les eaux dangereuses entre la démonstration de son estime pour Béatrice et le risque de l'exposer à l'examen intensifié qui accompagnait le fait d'être visiblement lié à un homme de sa position. Il se retrouva à rester éveillé la nuit, envisageant des possibilités et les écartant, se demandant comment lui montrer, ainsi qu'au monde, qu'elle comptait pour lui, sans la submerger d'une attention qu'elle n'avait pas sollicitée, ou sans créer un spectacle qui ferait d'elle le sujet de encore plus de commérages qu'elle n'en endurait déjà. C'est dans cet état de délibération anxieuse qu'il se retrouva à faire quelque chose d'inédit. Envoyer une note à Béatrice pour lui demander conseil sur des questions de gestion de domaine, plus précisément sur l'allocation des ressources pour les améliorations des locataires et l'équilibre entre les obligations traditionnelles et les réformes progressistes. Lorsqu'elle arriva à Thornfield Manor un après-midi gris, les yeux remplis de questions sur la véritable raison de sa convocation, il se retrouva à chercher sincèrement son opinion, étalant devant elle les registres et les rapports, et lui demandant ce qu'elle en pensait. Béatrice, qui s'attendait peut-être à une autre étape prudente dans leur relation naissante, se retrouva plutôt engagée dans une discussion sérieuse sur la rotation des cultures, les systèmes de drainage et l'éthique de l'augmentation des loyers lorsque les récoltes avaient été mauvaises. Elle offrit des observations à la fois pratiques et compatissantes, suggérant des solutions qu'il n'avait pas envisagées, remettant en question les hypothèses qu'il avait héritées avec son titre. Adrian écouta avec l'attention concentrée qu'il lui avait toujours accordée, prenant des notes sur ses suggestions, posant des questions de suivi, traitant ses idées avec le respect qu'elles méritaient. Dans cette conversation inattendue sur les rendements céréaliers et le bien-être des locataires, quelque chose changea entre eux, car c'était un partenariat d'un ordre différent de leur promenade matinale et de leurs discussions littéraires. C'était Adrian qui l'invitait dans le fonctionnement pratique de sa vie et de ses responsabilités, faisant confiance à son jugement sur des questions qui affecteraient des centaines de personnes. Béatrice sentit l'importance de cette confiance tout en gardant son sang-froid, comprenant qu'il lui montrait non pas le visage public poli du duc, mais la réalité privée d'un homme essayant de gérer son héritage avec intégrité. Leur discussion s'étendit au-delà des questions spécifiques qu'il avait posées pour englober des visions plus larges de ce à quoi pourrait ressembler une noblesse responsable, comment ceux qui ont le pouvoir et les privilèges pourraient utiliser les deux pour améliorer réellement plutôt que de simplement maintenir. Lorsqu'elle partit enfin, alors que l'après-midi s'estompait vers le soir, Adrian se tint à sa fenêtre, regardant sa calèche disparaître au bout de l'allée, et réalisa que ce qui avait commencé comme une attirance et s'était développé en amitié s'était transformé en quelque chose de bien plus profond. Il voulait cette femme non seulement à ses côtés lors des dîners
et dans les salons, mais comme une véritable partenaire dans l'œuvre de sa vie. Son esprit, son cœur et son courage étaient exactement ce dont il avait besoin pour devenir l'homme qu'il aspirait à être, plutôt que simplement le titre qu'il avait hérité. Il comprit avec une clarté cristalline que le bal à venir n'était pas seulement une obligation sociale, mais une opportunité, une chance de commencer à déclarer publiquement ce qui était déjà devenu une vérité en privé, que Béatrice Hartwell lui était devenue essentielle d'une manière qui transcendait les conventions sociales et rendait le jugement de la société sans importance. Et bien qu'il ne sût toujours pas précisément comment naviguer cette déclaration publique sans lui causer de la peine, il savait maintenant avec une certitude absolue qu'il trouverait un moyen, car un avenir sans son partenariat était devenu inimaginable. La nuit du bal d'hiver de Thornfield arriva avec une chute de neige qui transforma le domaine en un conte de fées, des congères blanches adoucissant les contours de l'ancien manoir, tandis que des centaines de bougies flamboyaient à chaque fenêtre, leur lumière se déversant en or sur le paysage immaculé. Les calèches commencèrent à arriver à la tombée de la nuit, déversant des invités dans leurs plus belles soies et leurs plus beaux bijoux, la crème de la société se rassemblant pour un événement attendu depuis des semaines. Béatrice était assise dans sa propre calèche alors qu'elle rejoignait la file d'attente approchant de l'entrée. Ses mains tremblant à l'intérieur de ses gants malgré la chaleur des briques chauffées à ses pieds, car elle comprenait que cette nuit serait différente de tous les autres bals qu'elle avait endurés, que l'invitation d'Adrian avait été spécifique et personnelle plutôt que simplement conventionnelle, mais elle ne pouvait prédire quelle forme prendrait cette différence, ni comment la société réagirait. L'anxiété qui se nouait dans sa poitrine la fit brièvement envisager de dire à son cocher de faire demi-tour, de prétexter une maladie soudaine et de se retirer dans la sécurité de l'isolement, sauf qu'elle avait promis à Adrian qu'elle viendrait, et elle ne romprait pas cette promesse, même si la peur murmurait qu'elle se dirigeait vers une autre soirée de jugement chuchoté et d'exclusion prudente. Lorsqu'elle entra enfin dans la salle de bal, après avoir déposé sa cape, elle fut immédiatement submergée par l'ampleur de la réunion, facilement 300 invités, remplissant l'espace magnifique, la richesse et le pouvoir combiné du comté assemblés en une masse scintillante. Elle se tint au bord de la foule, se sentant sombrer dans une invisibilité familière, s'attendant à dériver vers le coin désigné pour ceux qui n'appartenaient pas tout à fait, quand elle entendit la voix d'Adrian percer le bruit général en l'appelant par son nom. Elle se tourna pour le trouver, se frayant un chemin à travers la foule vers elle, avec une détermination ciblée, ignorant les salutations des autres invités, alors qu'il comblait la distance entre eux. Quand il l'atteignit, il prit sa main avec une formalité qui était néanmoins indéniablement possessive, et lui demanda si elle lui ferait le très grand honneur de se joindre à lui pour la première danse. Béatrice sentit l'attention de la salle entière se tourner vers eux comme une force physique, sentit le poids de centaines d'yeux marquant ce moment, comprenant sa signification, car le duc ouvrait toujours son bal avec la dame la plus haut placée présente, et il y avait au moins une douzaine de femmes dans cette salle dont la préséance dépassait la sienne. Pourtant, il se tenait là, demandant sa main avec une certitude qui n'admettait aucun refus. Elle parvint à accepter avec un sang-froid qu'elle ne ressentait pas, le laissa la conduire au centre de la piste, alors que les musiciens commençaient les premières notes d'une valse, et puis ils dansaient, se déplaçant ensemble avec une grâce née de leur promenade matinale et de leur conversation tranquille. Adrian maintint son regard tout au long, parlant doucement de sa splendeur et de sa gratitude qu'elle soit venue, tandis qu'autour d'eux les chuchotements commençaient, la spéculation se propageant à travers les invités assemblés comme le vent dans le blé, se transformant des commérages malveillants qu'elle avait endurés pendant des années en quelque chose de différent,
quelque chose de spéculatif et d'incertain, car un duc n'accordait pas une faveur aussi visible sans intention, ne faisait pas une déclaration aussi publique, à moins qu'il n'ait l'intention de déclarer quelque chose de significatif. Alors que la danse continuait, Béatrice sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Sentit l'armure familière de l'isolement défensif commencer à se fissurer en reconnaissant qu'Adrian la revendiquait délibérément, sans équivoque, devant tous ceux qui l'avaient jamais rejetée ou diminuée. Quand la danse se termina et qu'il l'escorta hors de la piste, sa main reposant toujours sur son bras, les conversations qui reprirent autour d'eux portaient une nouvelle qualité, un respect incertain remplaçant le mépris désinvolte. Et Béatrice comprit que tout avait changé, qu'il n'y aurait pas de retour en arrière vers la sécurité invisible, qu'Adrian s'était assuré qu'elle serait vue, qu'elle le veuille ou non. Les jours qui suivirent le bal de Thornfield apportèrent un déluge d'attention que Béatrice n'avait jamais connu. Les invitations arrivaient par douzaines, les cartes de visite s'accumulaient sur son plateau d'argent. Et partout où elle allait, les conversations s'interrompaient puis reprenaient avec un ton modifié, les gens réévaluant son importance à la lumière de la faveur indéniable du duc. Si une partie de cette attention était empreinte d'une chaleur sincère, une grande partie semblait calculatrice, opportuniste, la société ajustant son traitement envers elle, non pas parce que leur opinion avait vraiment changé, mais parce que s'associer à elle signifiait maintenant un accès potentiel à Thornfield et à son maître. Cette prise de conscience s'abattit sur Béatrice comme un brouillard froid, car elle comprenait la différence entre être appréciée pour elle-même et être courtisée pour sa proximité avec le pouvoir. Pire que l'opportunisme fut l'émergence d'une nouvelle forme de commérage. Des chuchotements qui se demandaient si le duc comprenait vraiment ce qu'il faisait, si son jugement avait été compromis par l'isolement ou l'excentricité, des suggestions qu'un homme de sa position pourrait sûrement faire mieux qu'une veuve à la réputation douteuse. Béatrice entendait ces chuchotements même lorsqu'ils ne lui étaient pas destinés, surprenait les regards apitoyés de femmes qui semblaient penser qu'elle piégeait d'une manière ou d'une autre un homme au-dessus de sa condition. Chaque commentaire, chaque regard, chaque insinuation subtile qu'elle était indigne de l'estime d'Adrian agissait comme des gouttes d'acide sur son espoir fragile. Elle commença à se voir de nouveau à travers les yeux de la société, se demandant si accepter son attention était égoïste, si en lui permettant de la favoriser publiquement. Elle le rabaissait à son niveau plutôt que d'être élevée au sien. La peur qui avait toujours vécu dans sa poitrine, la peur de contaminer ou de nuire à quiconque tenait à elle, commença à grandir et à se propager. Elle se retrouva à rester éveillée la nuit, construisant des scénarios dans lesquels la réputation d'Adrian souffrait à cause d'elle, imaginant son regret éventuel lorsqu'il réaliserait ce que sa faveur lui avait coûté. Progressivement, presque sans décision consciente, elle commença à se retirer, déclinant des invitations même lorsqu'elle savait qu'il serait présent, envoyant des notes polies, exprimant ses regrets en raison de maux de tête, de fatigue ou d'affaires urgentes sur son propre domaine. Quand Adrian envoyait des messages demandant sa compagnie pour leurs promenades matinales habituelles, elle répondait que le temps était devenu trop froid pour sa constitution. Elle cessa de visiter la bibliothèque où ils s'étaient vraiment parlé pour la première fois, évitant le village les jours où elle savait qu'il y menait des affaires. Elle se disait que c'était de la bonté, qu'elle le protégeait des dommages que sa présence causerait inévitablement, que la chose la plus aimante qu'elle puisse faire était de s'effacer avant que son association avec elle ne crée un préjudice irréparable à sa position. Elle ne se permettait pas de reconnaître la douleur que ce retrait lui causait, n'admettait pas que chaque invitation déclinée était comme arracher un morceau d'elle-même, car elle avait appris depuis longtemps à endurer la douleur en silence, avait maîtrisé l'art de sacrifier son propre bonheur pour ce qu'elle percevait comme un bien plus grand. Ainsi, elle se retira dans l'isolement qui avait été son refuge et sa prison pendant 3 ans,
se disant que c'était nécessaire, inévitable, le seul choix honorable, même si son cœur murmurait qu'elle commettait une terrible erreur. Adrian remarqua le retrait de Béatrice en quelques jours, reconnaissant le schéma familier de la retraite stratégique, car il avait employé les mêmes tactiques lui-même durant ces terribles mois avant de quitter l'Angleterre, lorsque chaque interaction sociale ressemblait à la navigation d'un champ de mines et que la seule sécurité résidait dans l'absence. Il comprit immédiatement ce qu'elle faisait et pourquoi, put retracer la logique de sa peur, car elle reflétait son propre raisonnement passé. Mais il refusa de la laisser se sacrifier sur l'autel de sa réputation, refusa de lui permettre de disparaître à nouveau dans l'isolement, dans une tentative mal avisée de le protéger de l'association avec sa prétendue souillure. Ainsi, un matin gris où le givre s'accrochait encore à l'herbe malgré le soleil montant, il se rendit directement à son domaine, sans envoyer de préavis, sans observer les convenances qui lui auraient donné l'occasion de le refuser. Lorsque son majordome tenta de prétendre qu'elle ne recevait pas de visiteurs, Adrian déclara simplement qu'il attendrait dans son salon jusqu'à ce qu'elle le fasse, son ton portant l'autorité indéniable d'un duc habitué à ce que ses exigences soient satisfaites. Il fut donc conduit dans la pièce élégamment aménagée où il s'était assis exactement 2 fois auparavant, les 2 fois pour de brèves visites formelles qui avaient maintenu toutes les distances appropriées. Il se tint à la fenêtre surplombant ses jardins pendant près de 20 minutes avant que Béatrice n'apparaisse enfin, le visage pâle et les mains se tordant dans un geste d'anxiété qu'il n'avait jamais vu chez elle auparavant. Elle commença à s'excuser de l'avoir fait attendre, à offrir une excuse sur le fait de ne pas être préparée à recevoir des visiteurs, mais il trancha ses dérobades polies avec une seule question directe, lui demandant pourquoi elle l'avait évité. La franchise de la question sembla la priver des évasions soigneusement préparées qu'elle avait sûrement en tête, la laissant debout, au milieu de son propre salon, l'air soudainement perdu. Après un long moment, elle dit doucement qu'elle pensait qu'il valait mieux qu'ils gardent une certaine distance, que l'attention que sa faveur lui avait apportée n'était pas du genre à bien le servir, qu'elle avait entendu les chuchotements et savait ce que les gens disaient de son jugement et de son choix de compagnie. Adrian sentit quelque chose de féroce et de protecteur monter dans sa poitrine en l'écoutant cataloguer ses insuffisances perçues, l'entendant se décrire à travers le prisme des évaluations les plus cruelles de la société. Lorsqu'elle se tut enfin, il traversa la pièce pour se tenir devant elle et dit avec une conviction absolue qu'il se moquait de ce que la société chuchotait, qu'il avait passé des années en exil à cause des chuchotements de la société et avait appris que leurs opinions n'avaient de pouvoir que s'il leur en accordait. Béatrice secoua la tête et répondit que c'était différent pour elle, que sa réputation à lui pouvait supporter l'association avec elle, mais que la sienne le tirerait vers le bas, qu'elle ne pourrait supporter d'être la raison pour laquelle sa position souffrirait. Il prit alors ses mains, les sentit trembler dans les siennes, et lui dit que la seule chose qui lui importait était ce qu'elle pensait, si elle appréciait leur lien comme lui, si elle ressentait ce qu'il ressentait quand ils étaient ensemble. Elle leva les yeux vers lui, des larmes commençant à perler dans ses yeux, et avoua qu'elle était terrifiée, que pendant 3 ans, elle avait été certaine de ne plus jamais ressentir que le deuil et l'isolement, qu'il avait réveillé l'espoir en elle, et que l'espoir était la chose la plus dangereuse qu'elle pouvait se permettre, car le perdre la détruirait. Adrian comprit à ce moment la véritable profondeur de sa peur, reconnut qu'il ne s'agissait pas vraiment de le protéger lui, mais de se protéger elle-même de la dévastation de s'attacher, puis d'être rejetée. Il dit doucement qu'il ne pouvait pas lui promettre que la société les accepterait un jour pleinement, ne pouvait pas garantir que se choisir l'un l'autre serait facile ou confortable, mais il pouvait promettre qu'il ne la laisserait jamais partir volontairement, qu'elle lui était devenue essentielle d'une manière qu'il découvrait encore, et voudrait-elle, s'il vous plaît, cesser d'essayer de le sauver d'un destin
qu'il avait choisi délibérément et en pleine connaissance de ses implications, car l'aimer n'était pas quelque chose dont il avait besoin d'être protégé. C'était la première décision vraiment juste qu'il avait prise depuis des années. Les mots restèrent suspendus entre eux dans le salon silencieux, et Béatrice sentit quelque chose se fissurer à l'intérieur de sa poitrine, un mur qu'elle avait si soigneusement construit autour de son cœur, commençant à s'effriter sous le poids de sa sincérité. Elle réalisa qu'elle avait été si concentrée sur sa protection contre une douleur potentielle qu'elle avait failli jeter quelque chose d'infiniment précieux, quelque chose qu'elle ne s'était jamais attendue à retrouver après ces sombres années d'isolement. Adrian se tenait devant elle, tenant toujours ses mains, ses yeux gris scrutant son visage avec une intensité qui lui fit sentir qu'elle était vraiment vue pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir. Elle prit une inspiration tremblante et dit qu'elle devait lui dire quelque chose, qu'elle avait besoin qu'il comprenne que lorsque son mari était mort, elle avait eu du chagrin, mais avait aussi ressenti un terrible soulagement coupable, parce que le mariage avait été une cage, même si elle était dorée. Et au cours des 3 années qui avaient suivi, elle s'était convaincue qu'elle était destinée à être seule, que vouloir plus que la solitude était en quelque sorte trahir la mémoire d'un homme qu'elle n'avait jamais aimé. Et la culpabilité de cela, le poids de prétendre pleurer plus profondément qu'elle ne le ressentait, était devenu une autre forme de prison. L'expression d'Adrian s'adoucit en l'écoutant, ses pouces traçant de doux cercles sur le dos de ses mains, et il dit doucement qu'il comprenait la culpabilité, qu'il avait porté la sienne pendant des années, la culpabilité des fiançailles rompues qu'il avait fait fuir l'Angleterre, la culpabilité envers la femme dont la réputation avait souffert lorsqu'il avait refusé de l'épouser malgré le compromis, la culpabilité d'avoir choisi sa propre intégrité plutôt que les attentes de la société, même lorsque ce choix blessait quelqu'un d'autre. Il se tenait là dans la pâle lumière d'hiver, filtrant à travers ses fenêtres, 2 personnes qui avaient été façonnées par la perte, le jugement et le poids des opinions des autres. Béatrice sentit des larmes couler sur ses joues, alors qu'elle admettait ce qu'elle avait eu peur de nommer, même à elle-même, qu'elle était tombée amoureuse de lui presque depuis cette première conversation dans la bibliothèque, que chaque promenade qu'ils partageaient et chaque moment silencieux de compréhension s'était enroulé autour de son cœur jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus imaginer ses jours sans la possibilité de le voir. La confession était comme sauter d'une falaise, terrifiante et exaltante à parts égales. Adrien lâcha l'une de ses mains pour lui caresser le visage, son contact infiniment doux, alors qu'il essuyait ses larmes avec son pouce, et il dit qu'elle lui avait donné quelque chose qu'il pensait avoir perdu pour toujours. Quand il était revenu en Angleterre, il était vide, accomplissant les gestes du devoir sans aucune attente de joie. Et elle lui avait montré que se cacher du jugement signifiait se cacher de la vie elle-même, que le coût de la sécurité était la perte de toute possibilité de connexion authentique. Il avait passé des années en exil en se disant que c'était préférable à affronter les chuchotements de la société, mais elle lui avait donné envie d'être courageux, lui avait fait croire que certaines choses valaient le risque d'être vues, jugées et trouvées imparfaites. Béatrice leva les yeux vers lui à travers ses larmes et vit sur son visage le même mélange d'espoir et de peur qu'elle ressentait dans son propre cœur. Elle comprit que l'amour était toujours un risque, que se choisir l'un l'autre signifiait choisir la vulnérabilité et l'incertitude, mais que l'alternative était la mort lente d'un isolement continu. Elle avait connu cette mort pendant 3 ans et ne pouvait supporter d'y retourner. Alors elle dit oui, oui à tout ce qu'il offrait, oui à la terrifiante et belle possibilité d'être aimée et d'aimer en retour. Oui à affronter le jugement de la société ensemble plutôt que de s'en cacher seul. Adrian sourit alors, vraiment sourit, et la transformation de son visage habituellement sérieux lui coupa le souffle. Il se pencha et l'embrassa sur le front avec une telle tendresse qu'elle sentit quelque chose changer fondamentalement
dans sa compréhension de ce que sa vie pourrait être. À ce moment, ils firent tous deux un choix, délibéré et conscient, de cesser de se protéger de la douleur et de tendre la main vers la joie, malgré toutes les raisons pour lesquelles ils s'étaient convaincus que c'était impossible. Adrian commença sa cour avec l'intention délibérée d'une campagne militaire, mais une campagne menée non pas avec des armes, mais avec une présence inébranlable. Dès le lendemain soir de leur discussion décisive dans le salon de Béatrice, il se présenta à sa porte pour l'escorter à un dîner au domaine des Ashworth, arrivant dans sa plus belle calèche avec une expression qui suggérait qu'il n'accepterait aucun refus. Lorsqu'ils entrèrent ensemble dans le salon, les invités assemblés tombèrent dans un silence surpris qui dura juste assez longtemps pour être inconfortable avant que la conversation ne reprenne avec une vigueur renouvelée et beaucoup plus de spéculation. Tout au long de la soirée, Adrian resta à ses côtés avec une attention qui ne pouvait être confondue avec une simple politesse, sa main reposant légèrement au creux de son dos alors qu'il se déplaçait dans les pièces, son attention concentrée sur elle-même lorsque d'autres tentaient de l'entraîner dans des conversations séparées. Lorsqu'ils furent assis pour le dîner, il s'assura qu'elle était placée à côté de lui, revendiquant publiquement la position qui leur avait autrefois été refusée à tous les deux. Béatrice sentit le poids de dizaines d'yeux sur eux, évaluant, jugeant et colportant des ragots. Mais pour la première fois, cet examen ne lui donna pas envie de disparaître, car la présence stable d'Adrian à ses côtés était comme une ancre. Dans les jours qui suivirent, il continua ce schéma avec une constance inébranlable, apparaissant à chaque événement social auquel elle assistait, et à beaucoup d'autres auxquels elle n'avait pas prévu d'assister, jusqu'à ce qu'il l'en convainque, se tenant toujours à ses côtés, l'engageant toujours dans la conversation, rendant toujours son estime indéniablement claire pour quiconque avait des yeux pour voir. Et la société réagit comme la société le fait toujours, avec un mélange de scandale et de fascination. Certaines matrones serraient leurs perles et chuchotaient sur le jugement discutable du duc en poursuivant une femme d'une réputation si douteuse, tandis que d'autres commençaient à se laisser séduire par le romantisme de la situation, l'idée d'un duc puissant choisissant l'amour plutôt que les convenances. Béatrice se retrouva à naviguer dans un nouveau paysage étrange où elle n'était plus universellement rejetée, mais soumise à un autre type d'examen, examinée non plus comme une veuve suspecte à éviter, mais comme l'objet de l'affection ducale à analyser et à évaluer. Bien que cette nouvelle attention ne soit pas entièrement confortable, elle était au moins préférable à l'invisibilité. Progressivement, presque imperceptiblement au début, elle commença à remarquer d'autres changements. De petites gentillesses venant de sources inattendues. Lady Morrison, qui l'avait autrefois snobée directement, lui offrait maintenant un sourire timide à travers une pièce bondée. Madame Pemberton la recherchait même pour discuter d'un projet de charité. Et, plus surprenant encore, elle trouva des alliés parmi des femmes qu'elle connaissait à peine, des femmes qui avaient leurs propres histoires de jugement sévère de la société, des veuves, des divorcées et des femmes qui avaient commis le péché d'être trop intelligentes, trop franches ou simplement trop incommodément elles-mêmes. Ces femmes commencèrent à se rassembler autour d'elles comme une coalition silencieuse des autrefois condamnées, attirées peut-être par l'approbation visible d'Adrian, mais restant parce qu'elles reconnaissaient en elle une âme sœur qui comprenait ce que signifiait être pesée et jugée insuffisante par des gens qui n'avaient jamais pris la peine de la voir vraiment. Un après-midi, en prenant le thé avec 3 de ces femmes dans le salon étonnamment chaleureux de Lady Morrison, Béatrice réalisa qu'elle ne mangeait plus seule aux confins des pièces, qu'elle avait acquis non seulement l'amour d'Adrian, mais aussi un cercle d'amitié sincère. La révélation lui amena des larmes aux yeux qu'elle essuya rapidement, submergée par la compréhension que la guérison était possible, que l'isolement qu'elle avait accepté comme permanent s'avérait n'être qu'une saison qui pouvait passer
si l'on était assez courageux pour tendre la main vers quelque chose de différent. Et pendant tout ce temps, Adrian resta constant, sa cour ne faiblissant ni ne se précipitant, lui donnant le temps de s'adapter à cette nouvelle réalité, tout en s'assurant que personne ne pouvait douter de ses intentions. Le printemps arriva à Thornfield Manor avec une explosion de fleurs de cerisier et le doux parfum de la glycine grimpant sur les murs de pierre. Un soir, alors que le soleil couchant peignait d'or les fenêtres de la bibliothèque, Adrian avait demandé à Béatrice de le rejoindre sous prétexte de choisir un livre qu'il pensait qu'elle pourrait apprécier. Mais lorsqu'elle arriva, elle le trouva debout non pas parmi les étagères, mais au centre de la pièce où la dernière lumière se déversait sur le tapis persan. Quelque chose dans son expression la fit s'arrêter sur le seuil, son cœur battant soudain plus vite, car elle reconnaissait ce regard. L'avait vu se construire dans ses yeux au fil des semaines de leur cours. Il s'approcha d'elle, prit ses deux mains dans les siennes et dit qu'il devait lui demander quelque chose dans cette pièce, dans cet espace où ils s'étaient vraiment vus pour la première fois, où, entre des volumes poussiéreux et des histoires oubliées, ils avaient découvert qu'aucun d'eux n'était aussi seul qu'ils l'avaient cru. Béatrice sentit des larmes poindre à ses yeux avant même qu'il ne prononce les mots, car elle savait ce qui allait arriver, et la joie en était presque trop grande à contenir. Adrian dit qu'il avait passé des années à croire que l'exil était sa condition permanente, que le prix du maintien de son intégrité était une vie d'isolement. Et puis elle était entrée dans sa bibliothèque avec son esprit vif et ses yeux blessés, et lui avait montré qu'il y en avait d'autres qui comprenaient le poids du jugement de la société, d'autres qui avaient été jugés indignes par des gens qui n'avaient jamais pris la peine de regarder sous la surface. Elle n'avait pas eu besoin qu'il la sauve, car elle n'était ni faible ni brisée, mais plutôt forte d'une manière qui l'humiliait. Et ce qu'il voulait, ce qu'il lui demandait de lui accorder, n'était pas le droit de la sauver, mais le privilège de se tenir à ses côtés, d'affronter les jugements et les chuchotements qui pourraient survenir, non pas comme son protecteur, mais comme son partenaire, son égal, son compagnon en toutes choses. Il dit qu'il lui demandait de s'asseoir à ses côtés, non seulement au dîner et au bal, mais dans la vie elle-même, d'être sa duchesse, oui, mais plus important encore, d'être sa femme, son amie. Son amour, de construire avec lui quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avaient cru possible lorsqu'ils étaient assis seuls aux extrémités opposées de tables bondées. Béatrice pouvait à peine le voir à travers ses larmes, mais elle pouvait entendre le tremblement dans sa voix qui lui disait qu'il n'était pas certain de sa réponse, malgré tout ce qu'ils avaient partagé. Elle réalisa qu'il était aussi vulnérable à ce moment qu'elle l'avait été dans son salon lorsqu'elle lui avait confessé son amour, que demander en mariage signifiait risquer le rejet et la douleur. Et le fait qu'il soit prêt à prendre ce risque pour elle, avec elle, la fit l'aimer encore plus férocement. Elle dit oui, d'une voix qui se brisa sur le mot, oui à être sa duchesse et sa femme, et sa partenaire. Oui à construire une vie ensemble qui honorait à la fois leurs forces et leurs cicatrices. Oui à affronter le jugement de la société comme une force unie plutôt que comme des individus isolés. Oui à l'amour et à l'espoir et à la terrifiante et belle possibilité d'un bonheur authentique. Adrian la serra dans ses bras et la tint comme si elle était quelque chose d'infiniment précieux. Ils restèrent là dans la lumière dorée de la bibliothèque, entourés des livres qui avaient été témoins du début de leur histoire. Et Béatrice pensa que si quelqu'un lui avait dit, il y a 1 an qu'elle trouverait cela, qu'elle le trouverait lui, qu'elle se trouverait capable d'une telle joie après une si longue tristesse, elle ne l'aurait pas cru possible. Mais ici, dans ses bras, avec l'avenir s'étendant devant eux plein de promesses, elle comprit que parfois les transformations les plus extraordinaires commençaient par les plus petits gestes, avec une personne choisissant de combler la distance, de dire « je te vois », d'offrir une place à table à quelqu'un qui avait mangé seul bien trop longtemps.
Les préparatifs du mariage se déroulèrent dans un curieux mélange de grandeur et d'intimité. Car si la position d'Adrian exigeait certaines formalités et que Thornfield Manor requérait les apparats appropriés à un mariage ducal, la mariée et le marié insistèrent tous deux pour que la cérémonie soit plus restreinte que ne l'attendait la société, plus personnelle que ne le dictait la tradition. Ainsi, la liste des invités fut soigneusement établie pour n'inclure que ceux qui avaient montré une gentillesse sincère plutôt qu'une simple curiosité, ceux qui avaient offert leur amitié plutôt que leur jugement. Au fil des semaines, tandis que Béatrice travaillait avec les couturières sur sa robe, elle s'émerveillait de la différence de cette préparation par rapport à son premier mariage, cette affaire arrangée à la hâte où elle avait été un pion dans des négociations financières, où la robe avait été choisie par d'autres et la cérémonie planifiée sans son avis. Alors que maintenant, chaque décision était la leur, à elle et à Adrian, ensemble. Chaque détail était choisi pour refléter non pas ce que la société attendait, mais ce qui semblait vrai à l'amour qu'ils avaient construit dans les bibliothèques, les jardins et les conversations tranquilles. Le matin du mariage, alors qu'elle se tenait dans ses appartements à Thornfield Manor, où elle avait passé la nuit précédente, comme l'exigeait la tradition, entourée des femmes qui étaient devenues ses amies et alliées, elle regarda son reflet et ne vit ni la jeune fille effrayée qui s'était mariée par devoir, ni la veuve solitaire qui avait mangé seule à d'innombrables dîners, mais une femme qui avait survécu à l'isolement et en était sortie assez forte pour choisir l'amour courageusement. Quand vint le moment de remonter l'allée de la petite chapelle du domaine, elle avança sans hésitation, ses pas fermes et sûrs. Adrian l'attendait à l'autel avec une expression qui lui coupa le souffle, car elle vit dans ses yeux non seulement de l'amour, mais de la révérence, de la gratitude, de la joie. Lorsqu'ils prononcèrent leurs vœux, ils ne se regardèrent que l'un l'autre, prononçant les mots avec une sincérité si évidente que plusieurs invités pleurèrent ouvertement. La cérémonie elle-même fut brève mais belle, remplie d'émotions sincères plutôt que de fastes vides. Ensuite, alors qu'ils remontaient l'allée ensemble, mari et femme, Béatrice sentit le poids des 3 dernières années s'envoler enfin, se sentit entrer pleinement dans cette nouvelle identité, non pas comme la veuve suspecte ou le projet de charité du duc, mais comme la duchesse de Thornfield de plein droit, comme la partenaire choisie et légale d'Adrian. Le petit déjeuner de mariage qui suivit eut lieu dans la grande salle à manger de Thornfield, où de longues tables avaient été dressées et décorées de fleurs de printemps et de douces lumières de bougies. Lorsque les invités prirent place, Béatrice se retrouva positionnée non pas dans un coin oublié, mais au centre même de la table d'honneur, avec Adrian à ses côtés, sa main trouvant la sienne sous la table et la serrant doucement. En regardant les invités assemblés, les amis qui les avaient soutenus et les membres de la famille qui étaient venus assister à leur union, elle pensa à tous les dîners où elle s'était assise seule au bout des tables, invisible et méprisée. Le contraste était si profond que pendant un instant, elle put à peine parler, l'émotion lui nouant la gorge. Mais alors Adrian se pencha et lui murmura qu'il l'aimait, et elle se tourna vers lui avec un sourire qui contenait toute la joie, l'espoir et la paix durement gagnés qu'elle avait trouvés dans ses bras. Tout au long de la célébration qui suivit, ils restèrent côte à côte, partenaires en tous sens. Non plus 2 âmes isolées, mais 2 personnes qui avaient choisi d'affronter le monde ensemble, qui avaient transformé leur compréhension commune de la solitude en une fondation pour une véritable appartenance. 2 années s'étaient écoulées depuis ce mariage de printemps, 2 années au cours desquelles Béatrice avait endossé son rôle de duchesse de Thornfield avec une grâce qui surprit même ceux qui avaient douté d'elle. Un soir de fin d'automne, alors que le premier givre argentait les jardins et que la lueur des bougies réchauffait les fenêtres de la salle à manger, elle et Adrian
organisaient leur dîner annuel des récoltes, une tradition qu'ils avaient établie dès leur première année de mariage pour réunir non seulement les familles éminentes du comté, mais aussi ceux qui pourraient autrement être négligés, les veuves, les fils cadets et quiconque existait aux marges de la société. Alors que Béatrice se déplaçait dans le salon avant le dîner, saluant les invités et s'assurant que chacun se sentait le bienvenu, elle remarqua une jeune femme debout seule près des fenêtres, âgée d'environ 20 ans, avec des yeux anxieux et une robe qui, bien que bien faite, n'était pas tout à fait à la mode actuelle. Quelque chose dans la posture de la jeune fille, dans la façon dont elle se tenait légèrement à l'écart, comme si elle s'attendait au rejet, rappela si vivement à Béatrice ce qu'elle avait été 3 ans plus tôt, qu'elle en eut le souffle coupé. Elle observa comment les autres invités semblaient circuler autour de la jeune femme sans vraiment reconnaître sa présence, créant cette barrière invisible familière que Béatrice ne connaissait que trop bien. Lorsque le dîner fut annoncé et que les invités commencèrent à se diriger vers la salle à manger, Béatrice regarda la jeune femme suivre en dernier, ses pas hésitants. Et bien sûr, lorsque tout le monde eut trouvé sa place, la jeune fille était assise à l'extrémité même de la longue table, isolée par 3 chaises vides de chaque côté. Béatrice sentit la main d'Adrien toucher doucement son coude, et, lorsqu'elle se tourna pour le regarder, elle vit qu'il avait remarqué aussi, qu'il avait vu ce qu'elle avait vu. Dans ses yeux, il y avait la même reconnaissance et la même détermination qui l'avaient d'abord attiré vers lui. Sans un mot, ils se déplacèrent comme un seul homme, s'éloignant de leur place à la tête de la table et parcourant la longueur de la pièce jusqu'à l'endroit où la jeune femme était assise, fixant son assiette avec une détresse à peine dissimulée. Béatrice dit doucement qu'il y avait eu une erreur dans le plan de table, qu'ils avaient spécifiquement demandé la compagnie de cette jeune dame au centre de la table, et si elle leur ferait l'honneur de les y rejoindre. La jeune fille leva les yeux avec un tel choc, un tel espoir et une telle incrédulité que Béatrice dut retenir ses larmes, car elle se souvenait de ce sentiment, se souvenait de ce que signifiait être vue après avoir été si longtemps invisible. Adrien lui offrit son bras pour l'escorter pendant que Béatrice rassemblait les affaires de la jeune fille. Alors qu'ils retournaient ensemble vers la tête de la table où les places étaient rapidement réarrangées pour accommoder le changement, Béatrice croisa le regard de plusieurs invités et vit la compréhension poindre sur certains visages, l'approbation sur d'autres. Elle savait que ce geste ferait parler, qu'il y aurait des chuchotements et des spéculations, mais elle savait aussi que ces chuchotements pourraient atteindre quelqu'un d'autre qui s'asseyait seul au dîner, quelqu'un d'autre qui avait été jugé et rejeté, et que peut-être cette personne prendrait courage de l'histoire, comprendrait que l'isolement n'est pas forcément permanent. Lorsqu'ils furent tous assis, la jeune femme entre eux, lorsque la conversation commença à couler, et que l'expression anxieuse de la jeune fille s'adoucit progressivement pour devenir quelque chose comme une joie prudente, Béatrice sentit la main d'Adrien trouver la sienne sous la table et la serrer doucement. Elle pensa au voyage qui les avait menés ici, à tous les dîners solitaires, aux jugements sévères et au moment où elle s'était crue indigne de connexion. Elle pensa à la façon dont le choix d'une seule personne de combler la distance, de dire « je te vois », d'offrir une place à ses côtés, avait transformé non seulement sa vie, mais aussi sa compréhension de ce qui était possible. Et maintenant, ils étaient là, étendant cette même grâce à quelqu'un d'autre, brisant le cycle de l'isolement, un geste à la fois. Alors que le dîner avançait et qu'elle regardait la jeune femme commencer à se détendre, à parler et même à rire, Béatrice comprit que c'était ainsi que le monde changeait, non pas par de grandes proclamations, mais par l'accumulation de petites gentillesses, par des personnes qui avaient connu la solitude et choisissaient de s'assurer que d'autres ne souffriraient pas de la même manière. Cher auditeur, peut-être vous êtes-vous assis au bout de la table, peut-être avez-vous ressenti le poids du jugement des autres ou l'isolement froid d'être jugé indigne.
Si c'est le cas, sachez ceci. Votre exil n'a pas besoin d'être permanent. Votre solitude n'a pas besoin de vous définir, car quelque part, il y a quelqu'un qui verra au-delà des chuchotements et des suppositions la vérité de qui vous êtes. Et lorsque cette personne apparaîtra, lorsqu'elle vous offrira sa main, son amitié ou simplement une place à ses côtés, ayez le courage de l'accepter. Ayez le courage de croire que vous méritez la connexion, l'appartenance et l'amour. Et souvenez-vous aussi que vous avez le pouvoir d'être cette personne pour quelqu'un d'autre, de remarquer celui qui est assis seul et de l'inviter dans la chaleur, de briser le cycle de l'isolement par de petits gestes courageux d'inclusion. Car tout le monde mérite une place à table, tout le monde mérite d'être vu, apprécié et accueilli. Et parfois, il suffit d'une seule personne assez courageuse pour dire « Asseyez-vous à côté de moi », pour combler la distance, pour choisir la connexion plutôt que le confort et la gentillesse plutôt que le jugement. Et dans ces choix, nous construisons non seulement le bonheur individuel, mais un monde où moins de gens doivent manger seuls, où moins d'âmes doivent endurer le froid exil du rejet de la société. Puissiez-vous donc trouver le courage à la fois d'accepter la main qui vous est tendue et de tendre votre propre main aux autres. Puissiez-vous connaître le pouvoir transformateur de la connexion authentique. Et puissiez-vous toujours vous souvenir que sous les performances et les faux semblants, nous cherchons tout simplement les mêmes choses. Être vu, être apprécié, appartenir. Cette histoire vous est présentée par les contes de la transformation, où nous croyons au pouvoir de l'amour, du courage et des secondes chances. Si ce conte a touché votre cœur, veuillez le partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul, que sa place à table l'attend, que son histoire d'isolement peut devenir une histoire d'appartenance. Jusqu'à notre prochaine rencontre, puissiez-vous connaître la paix, en sachant que vous êtes digne de chaque gentillesse, de chaque connexion, de chaque moment de joie que la vie offre.